Bonjour Vincent, donc on va parler aujourd'hui du cancer de l'anus. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu les circonstances peut-être de diagnostic et puis de l'importance en fait du cancer de l'anus à l'heure actuelle? Bonjour Christine. C'est un cancer qui est rare. C'est 1% des cancers digestifs. Dans la population générale, 1%. 1% des cancers digestifs. C'est l'incidence, c'est entre 0,5 et 1,5 pour 100 000. C'est surtout une pathologie féminine, avec un sexe ratio qui dépend des études qui oscille entre 2 et 4. Dans l'immense majorité des cas, c'est un carcinome épidermoïde. Il peut y avoir des adénocarcinomes, des lymphomes, des mélanomes. Tout ça, c'est à la marge. Le cancer de l'anus, quand on en parle, c'est le carcinome épidermoïde. Il siège soit au niveau de la marge anale, soit au niveau du canal anal, et donc il va se manifester par une tuméfaction palpable, des douleurs, des saignements. Et sa cause principale, c'est le papillomavirus oncogène. Et donc là, quand tu dis donc les signes cliniques, ça veut dire que lorsqu'on a des signes cliniques, c'est déjà un diagnostic assez tardif, ou est-ce qu'on peut faire des diagnostics précoces ou non? On peut faire des diagnostics précoces surtout de lésions précancéreuses. Mais à partir du moment où le patient est symptomatique, dans l'immense majorité des cas, on a affaire à une tumeur invasive. Très bien. Et donc tu dis, c'est principalement chez la femme, mais est-ce que chez l'homme, il y a des populations particulières qui vont être atteintes? Absolument. L'incidence, elle a augmenté depuis une quinzaine d'années. Tout particulièrement chez l'homme et tout particulièrement chez l'homme jeune. Et il y a une population qui a changé la donne et qui fait qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus du cancer de l'anus et notamment de sa prévention. C'est la sous-population des hommes homosexuels qui ont des rapports anaux à plus forte raison lorsqu'ils sont infectés par le VIH. C'est-à-dire que ces patients, jusqu'au milieu des années 90, malheureusement mouraient de leur infection par le VIH, notamment d'infections opportunistes. Et avec l'avènement des thérapies antirétrovirales, ces patients maintenant se portent bien, mais les thérapies antirétrovirales ont été efficaces sur les infections opportunistes et d'autres pathologies, mais pas du tout sur la survie des cancers de l'anus qu'on a vu apparaître, avec une augmentation d'incidence dans certaines études qui est préoccupante, c'est-à-dire que plutôt que d'être à 1 pour 100 000, on va dire, dans la population générale, dans cette sous-population-là, on est, pour certaines études, à plus de 50 pour 100 000. Donc c'est une population qui nous pose problème, et du reste, dans notre pratique quotidienne, on voit régulièrement maintenant des cancers de l'anus chez ces patients-là, qui sont souvent des patients jeunes. Et donc tu dis donc c'est principalement lié au papillomavirus. Donc ça veut dire que le cancer de l'anus, c'est une maladie sexuellement transmissible? Absolument. Absolument. Okay. Dans l'immense majorité des cas, on trouve un papillomavirus oncogène qui s'est transmis sexuellement, mais sexuellement au sens large, c'est-à-dire que sexuellement, ça peut être de simples caresses, ça peut être des produits partagés, c'est pas nécessairement un rapport anal. D'accord. Et donc, puisque c'est lié à un virus, peut-être qu'il y a donc par rapport à la prévention, là, donc on peut arriver donc sur. Oui. Alors, dans la prévention, déjà une première chose, c'est que comme c'est un virus qui est extrêmement contagieux et que de simples caresses sont contaminatrices, l'utilisation des préservatifs est inefficace. En plus, aujourd'hui, la tendance est plutôt à de moins en moins l'utilisation des préservatifs, notamment parce que plusieurs études ont bien démontré que lorsque les patients se sont bien traités par leurs antirétroviraux et qu'ils ont une charge virale nulle ou presque. Ça, c'est chez les ACHH, mais ouais. pas chez la femme. Bien sûr. Mais d'une façon générale, le papillomavirus peut se transmettre par de simples caresses. Donc le fait d'utiliser des préservatifs ne préserve pas de l'infection par le papillomavirus. Et du reste, les condylomes, qui sont la manifestation bénigne classique de l'infection par le papillomavirus, sont extrêmement fréquents, l'ont toujours été, et le resteront, et probablement même sont de plus en plus fréquents. Mais c'est vrai que du coup, l'idée d'essayer de se prémunir contre cette infection virale, dans l'idée de prévenir la survenue du cancer de l'anus, est venue d'autant plus que c'est parti au départ chez les gynécologues pour le cancer du col chez les jeunes filles, puisque la vaccination contre les papillomavirus a été mise en place il y a une quinzaine d'années maintenant et c'est commercialisé en France depuis une dizaine d'années, dans l'intention de faire en sorte de diminuer l'incidence des cancers du col de l'utérus. Et donc le fait de vacciner donc les très jeunes filles donc ça prévient le cancer du col de l'utérus, mais ça a aussi une incidence donc sur le cancer anal. Absolument. Et ça a été démontré dans la population générale, et ça a été démontré chez des patients homosexuels masculins. Donc ça veut dire qu'en fait par rapport à la prévention, on a cette vaccination, donc et cette vaccination elle est sûre.
Oui, alors elle est sûre. Au jour d'aujourd'hui, évidemment, actuellement en France, il y a des réticences, mais au vu des données scientifiques dont on dispose, ces réticences sont infondées. Elle est efficace. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une vaccination récente. On a démontré que cette vaccination permettait de prévenir la survenue de lésions précancéreuses, qu'on appelle les lésions de néoplasie intra-épithéliale. Pour l'instant, on n'a pas encore démontré que ça permettait de prévenir les cancers, que ce soit au niveau vulvo-vaginal ou au niveau cervical ou au niveau anal. Mais en toute logique, ça va être la séquence des années à venir. D'accord. Et donc là, à l'heure actuelle, les recommandations concernant cette vaccination, quelles sont-elles? Alors, en France, c'est la jeune fille, dans l'optique de prévenir le cancer du col. Le garçon n'était pas concerné parce que la pathologie anale restait anecdotique. Et il y a eu un lobbying assez important. Et maintenant, depuis l'année dernière, le Haut Conseil de la Santé publique recommande également la vaccination des adolescents et adultes jeunes homosexuels masculins. D'accord. Voilà. Et donc, et si on prend alors bon, pour les hommes, donc c'est vraiment des recommandations récentes, Oui. mais pour les jeunes filles, en fait, c'est des recommandations anciennes. Et donc là, le pourcentage de jeunes filles vaccinées, c'est combien? C'est un fiasco. En France, c'est un fiasco. Si je dis 20%, c'est peut-être même moins. Ouais, c'est ça. En ce moment, c'est à peu près les chiffres. Alors que si on regarde les autres pays européens ou ailleurs, est-ce que tu as des chiffres? Oui. Ouais. Quand on regarde la littérature, ce qui frappe tout de suite, c'est les Australiens. Les Australiens, ils vaccinent tous azimuts, les deux sexes. C'est une vaccination scolaire. Et donc, ils ont un taux de couverture vaccinale qui est, je vais dire une bêtise, mais plus de 80%. Et déjà avec un effet démontré sur la prévention des lésions de néoplasie intra-épithéliale. Donc ça, c'est démontré. Et sur le plan médico-économique, est-ce qu'il y a des chiffres? Ouais. Il y a eu pas mal d'études qui ont été faites, et y compris donc chez les hommes homosexuels, et avec grosso modo quand même un message global qui est que c'est coût-efficace. Et donc les enjeux actuels, c'est quoi? La problématique, c'est que évidemment il y a un lobbying pour vacciner les garçons, notamment alors les garçons qui s'avèrent être homosexuels, parce que tout ça c'est assez délicat à aborder évidemment dans les familles. Mais comme actuellement on a déjà du mal à vacciner les jeunes filles, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas des difficultés à vacciner les jeunes garçons. Tout ça pose quand même aussi des problèmes financiers. C'est un vaccin qui a son coût. Et pour l'instant, on est au stade de discussion. Tout le monde n'est pas d'accord. On peut faire un symposium sur faut-il ou non vacciner les garçons, et avec des avis divergents qui font qu'aujourd'hui, même moi, je n'ai pas d'avis tranché. Et quand tu dis à son coût, ça veut dire que c'est un vaccin enfin, quel est son coût? Est-ce que c'est remboursé? Comment est-ce que ça fonctionne à l'heure actuelle? Oui. Alors, je vais pas le souvenir comme ça du coup, mais c'est plusieurs centaines d'euros l'injection, mais ça faudra vérifier à la fin. C'est 2 à 3 injections. C'est remboursé maintenant chez la jeune fille. Mais pas chez le jeune HSH alors? Alors, je ne sais pas. Ça, c'est à vérifier. Peut-être. Si, puisqu'il faut qu'ils... Si, mais il faut qu'ils aillent dans des centres de vaccination, des centres de dépistage gratuits et anonymes. D'accord. Voilà. Où là, c'est administré. Ok. Bon. Voilà. Et il y a aussi une chose dont on peut parler, c'est la prévention secondaire. C'est au même titre que on dépiste par des frottis cervico-vaginales à la recherche de lésions de néoplasie intra-épithéliale, notamment de haut grade au niveau du col. On recherche maintenant ces lésions au niveau anal. Et alors ça, c'est le grand sujet, notamment dans la sous-catégorie des patients traités pour une infection par le VIH. Et il n'y a pas de consensus sur la méthode. Ça va de l'examen proctologique standard avec anoscopie, ce qui est recommandé aujourd'hui en France, à le frottis, exactement équivalent à ce qu'on fait au niveau du col, voire l'anoscopie de haute résolution, ce qu'on appelle l'anoscopie de haute résolution, qui est le pendant anal de la colposcopie chez la femme au niveau du col. Éventuellement la recherche du papillomavirus oncogène principal qui est l'HPV-16. Et par exemple, il y a dimanche matin un poster de l'équipe de Pompidou qui, sur une grosse cohorte de plus de 500 patients, montre que une seule des techniques n'est pas suffisamment sensible et qu'il faut probablement associer, par exemple, un examen proctologique avec un frottis. Voilà, c'est un sujet qui fait aussi génère beaucoup de polémiques, d'échanges, de contradictions, qui n'est pas encore clairement acté, avec beaucoup d'équipes qui sont pas toutes d'accord. Très bien, merci beaucoup Vincent.